Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, bien l'heure d'ouvrir notre page économie avec notre invitée, Madame Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin, Nathalie. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Du coup, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur d'économie et de finance à Neoma Business School et avec vous et avec nous pour commenter l'actualité économique, économie extrêmement dense, notamment depuis hier, cette nuit aussi, beaucoup d'informations ont été publiées et demandent à être commentées. On va commencer avec vous, Nathalie, par la situation en Chine, puisque depuis lundi, s'est ouvert la session annuelle du Parlement chinois. C'est un rendez-vous politique extrêmement important et c'est un rendez-vous qui s'ouvre sur fond de crise économique et de relations tortueuses avec les États-Unis. Du coup, par la force des choses, on a appris dès hier que les prévisions de croissance pour la Chine seraient de 5%. À quoi assistons en Chine, Nathalie? Est-ce qu'on assiste à la réorientation du modèle économique chinois actuellement? Et oui, c'est une grande question existentielle et en fait, il n'y a pas du tout accord ni sur la direction dans laquelle va la Chine, ni sur quel modèle elle pourrait adopter. Alors, si on commence déjà par son modèle, on voit bien que, effectivement, ce qui a permis à la Chine de croître et de se développer relativement fortement depuis les 20 dernières années, c'était effectivement ce modèle tourné vers l'export et avec cette particularité qui est commune en fait à beaucoup de pays asiatiques, qui est basée donc sur un fort taux d'épargne qui donc va pousser effectivement l'économie à devoir exporter pour pouvoir se développer. Et en même temps, ce taux d'épargne qui va pouvoir aussi aller irriguer le système international et pouvoir financer plein de projets à l'extérieur et aussi des projets à l'intérieur. Donc là, en fait, cette ouverture qu'a eu la Chine, en fait, c'est arrêté après les années 2015-2016, en tout cas au niveau du modèle d'adoption des marchés, et notamment des marchés financiers, puisque quand vous avez beaucoup d'épargne, effectivement, eh bien, il est opportun d'avoir un marché qui puisse permettre à cette épargne d'irriguer le système domestique. Et c'est là où, en fait, il y a eu le modèle s'est arrêté, puisqu'en fait, après quelques petits effets de tangage à un moment donné en 2015, eh bien, Xi Jinping, lui, a refermé cet épisode de libéralisation des marchés et en fait a repris le contrôle. Donc, s'en est suivi ce qu'on a connu, c'est-à-dire des investissements très concentrés dans le secteur immobilier, puisqu'il fallait bien que l'épargne aille quelque part. Et malheureusement, ça s'est soldé évidemment, quand massivement on va orienter des investissements dans le secteur, il y a de fortes chances que ça se termine assez mal. C'est ce qui s'est passé avec la crise immobilière. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation, en tout cas au niveau économique, avec donc un secteur immobilier à l'arrêt, où on a entendu qu'il y a eu le règlement de la liquidation d'Evergrande à Hong Kong il y a quelques jours. Et donc, se pose à l'occasion de ce grand raout annuel en Chine la question de savoir ce qu'on fait après. Et ce qu'on fait après n'est pas du tout évident, puisque pour pouvoir, on a toujours cette épargne qui est toujours aussi élevée, donc qui n'a pas, de ce point de vue-là, qui ne change pas en termes de niveau. Alors, et c'est là où il y a des avis divergents des économistes, des experts. Il y a certains qui pensent que la crise immobilière renforce le taux d'épargne et va donc renforcer la récession. Parce qu'en fait, il y aura ce qu'on appelle un effet négatif, un effet de richesse négatif, puisqu'en fait, l'épargne essentielle des Chinois s'est retrouvée aussi dans la sphère immobilière. Il y a un taux de propriété de 90% en Chine, il faut savoir. Donc, effectivement, si l'énergie immobilier baisse, ça peut avoir un effet négatif, effectivement, sur le revenu des Chinois. Et donc peser à la baisse sur la consommation. Et il y en a d'autres qui disent non, pas du tout, ça ne va pas avoir cet effet-là, parce qu'en fait, comme en Chine, pour pouvoir accéder à la propriété, il faut arriver avec un apport qui est significatif, qui est au moins entre 20 et 30%, alors que chez nous, maintenant, il est très anecdotique. Eh bien, en fait, on va... et qu'en plus, il y avait des remboursements assez élevés, eh bien, la baisse des taux d'intérêt plus le fait que le marché immobilier baisse, eh bien, en fait, au contraire, va
permettre aux ménages chinois de reconsommer à nouveau. Alors, il y en a qui ont pointé que c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution en économie. Hein, donc, en fait, c'est l'effet de substitution qu'on on va se reporter sur la consommation. Et parce qu'on a un bol d'air grâce en fait à cet apport qui est moins élevé et ces taux d'intérêt qui sont plus faibles. Et donc, peut-être que finalement, ça va relancer la consommation. Alors, il y en a qui pointent qu'effectivement, la consommation a cru de façon supérieure en fait au PIB l'année dernière et qui disent non, mais c'est par là qu'on va se diriger. Bon, en tout cas, les indicateurs, si vous voulez, ne permettent pas de dire si c'est l'une ou l'autre qui va remporter comme explication parce que c'est trop récent. Mais on a ces deux. Donc là, c'est le point de vue des experts sur quel effet en fait de cette crise immobilière sur ce qui va être l'économie dans les prochaines années. Et puis après, il y a la question plus générale de savoir effectivement vers où se dirige le modèle chinois avec cette attente sur que va faire le gouvernement. Est-ce qu'il va faire de la relance par la demande? Et là, effectivement, jusqu'à maintenant, Xi Jinping a été relativement clair. Il ne veut pas de modèle occidental, de modèle donc, social à l'européenne avec le développement de filets de sécurité sociaux qui permettraient effectivement à la population de dépenser davantage. Ce matin, dans la nuit, ont été publiées. Alors, ce sont des données, comment dire, c'est des données mensuelles. Du coup, par la force des choses, ça demande à être confirmé dans le temps. Mais quand même, on a appris ce matin que la balance commerciale chinoise avait dépassé les attentes du consensus. C'est en nette hausse. Et quand on analyse le détail de cette balance commerciale, les exportations comme les importations ont dépassé les attentes du consensus. Du coup, les premiers commentaires sont ceux des économistes qui disent, eh bien, écoutez, peut-être que le commerce international repart, ce qui pourrait être bénéfique pour la Chine, et les importations ont donc augmenté, ce qui peut peut-être dire aussi également que la demande intérieure chinoise est en train de se reconstituer. Est-ce que c'est pas un peu trop rapide pour en tirer de telles conclusions? Alors, là, pour faire directement le lien avec ce que je disais, effectivement, le fait que les importations soient supérieures aux attentes, donc ça serait une confirmation qu'effectivement, la consommation dont je parlais tout à l'heure, où certains ont vu qu'elle avait augmenté, puisqu'elle a augmenté de 6%, alors que la croissance était de 5%. Donc, ça donnerait raison à ceux qui pointent du doigt qu'éventuellement, on aurait un effet de substitution, exactement. Donc une orientation du budget des Chinois plutôt vers la consommation. Donc, ça conforterait effectivement cette explication. Mais par contre, on voit bien que les Chinois ne s'y trompent pas. S'ils veulent continuer à nourrir le moteur de leur croissance, c'est les exportations, effectivement, et ça, c'est le point délicat, et Xi Jinping en est très conscient, et c'est effectivement le véhicule électrique, les panneaux solaires, voilà, tous les secteurs qu'on connaît. Et là, exactement, et là, on va devoir jouer de grandes subtilités, puisque Xi Jinping sait très bien qu'il a face à lui beaucoup d'hommes politiques en place aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait disposés en fait à accueillir les produits chinois sans limite, et d'autant plus si Trump repasse au pouvoir. Voilà, exactement. Et pour l'instant, il y en a certains qui sont effectivement un peu contre l'idée d'une expansion chinoise via les puces dans l'intelligence artificielle, mais c'est sûr que se profile en novembre une échéance électorale extrêmement importante aux États-Unis et qu'a priori, Trump est bien parti pour reprendre un peu la main. Merci Nathalie pour ces explications sur le modèle de croissance chinoise et les perspectives qui pourraient être celles du pays. On va revenir très rapidement. Alors, on avait le sujet, Nathalie, on va dévier un petit peu de ce qu'on avait prévu, puisqu'on avait le sujet de l'audition de Jérôme Powell hier devant une commission de parlementaires. On va revenir plutôt sur un des aspects de son discours, de son audition, qui était consacré au secteur bancaire américain. Puisqu'hier, au cours de la journée, on a appris que la New York Community Bank a vu son cours de bourse suspendu sur fond de rumeurs. C'était des rumeurs encore à l'heure de l'après-midi, de recherche de financiers, d'investisseurs pour renforcer sa structure capitalistique. Rumeurs qui ont été confirmées par le Wall Street Journal au cours de la nuit. La banque va bien être renflouée à hauteur de 1 milliard, quasiment 1 milliard. Du coup, par la force des choses, c'est difficile maintenant de passer à côté du fait que les banques régionales américaines sont en grande difficulté du fait de l'imposante montagne d'actifs dédiés à l'immobilier commercial qu'elles ont dans leur livre, en fait, en réalité. Oui, alors ça, c'est effectivement une
voilà, c'était un positionnement de certaines des banques régionales. Voilà, aux États-Unis, on a un modèle bancaire qui est beaucoup plus, qui est assez différent de notre modèle européen, puisque nous, on a plutôt tendance à avoir des gros mastodons qui occupent le terrain, alors qu'aux États-Unis, on a quelques mastodons, évidemment, dont on connaît les noms. Mais on a à côté de ça aussi de nombreuses banques régionales. Et ces banques régionales, il faut bien qu'effectivement, elles aient une spécificité pour trouver leur place sur le marché. Et en tout cas, certaines d'entre elles ont embrassé comme stratégie il y a quelques années, celle d'être assez présente sur le marché de l'immobilier commercial. Alors, cette crainte sur la qualité des actifs, donc des prêts accordés envers ce secteur, a été l'objet de discussion depuis presque un an, puisque ça fait partie de mes lectures sur les problèmes de fragilité bancaire. Et ça fait assez longtemps qu'on voit des articles sur effectivement cette problématique à venir, en tout cas qui était en développement du fait de la hausse trop rapide des taux d'intérêt et de leur impact sur ce type d'actifs. Et là, par contre, c'est au niveau de la qualité, c'est-à-dire effectivement la qualité des actifs sous-jacents, parce que la particularité, souvent soulignée par les experts du portefeuille d'immobilier commercial, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus hétérogène que celui du résidentiel. Le résidentiel, effectivement, on a une valeur qui va essentiellement dépendre de où vous êtes, d'accord ? C'est la localisation qui fait en fait la valeur de l'actif immobilier. Vous êtes dans proche ou pas de commerce, d'école, donc vous avez des valeurs qui vont effectivement aller plus rapidement à la hausse ou plus rapidement à la baisse selon où vous êtes. L'immobilier commercial, c'est un peu différent parce qu'effectivement rentre en ligne de compte le business qui occupe ces locaux. Donc, en fait, le problème lorsqu'on fait de l'immobilier commercial, c'est que quand on va évidemment diversifier son portefeuille, en fait, cette diversification, il est compliqué de savoir si elle va réussir parce que il est plus difficile d'avoir des modèles de prévision sur la valeur en fait de ces actifs, du fait de la présence de l'activité qui est elle-même à combiner avec la localisation où se trouve le bien. Donc, voilà. Donc en fait, c'était une crainte déjà existante, qu'en fait, les experts disaient qu'on avait du mal à évaluer ces portefeuilles. Et donc, comme on a du mal à les évaluer, il n'y a que par la réalisation des pertes qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des portefeuilles moins bons que d'autres. D'accord, du coup, ça explique un peu le décalage entre la situation réelle et puis la réaction des marchés et la découverte, en gros, en quelque sorte, de ces difficultés. Il y a quand même des statistiques qui sont intéressantes à étudier. Il semblerait, alors si on s'attarde uniquement donc justement sur les prêts immobiliers commerciaux, c'est Reuters qui publiait un article assez intéressant il y a peu de temps qui nous disait que sur 1900 banques dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars, elles ont toutes quasiment un encours de prêt immobilier commercial supérieur à 300% de leurs fonds propres. C'est gigantesque, non ? 300% de leurs fonds 300%, je vous l'envoie, je suis désolé, on aurait dû s'échanger, je vous envoie cet article. Effectivement, ça me semble un petit peu énorme, d'autant plus qu'elles sont quand même soumises à des normes prudentielles. Et donc, effectivement, on a l'habitude dans les banques à avoir un taux un effet de levier qui est important, puisque même si les fonds propres sont requis ont un certain niveau, ils ne représentent que 8 à 12% en fait du total de l'actif. Mais en tout cas, même s'il y a une surexposition comme il a été montré par Reuters, on doit bien l'interpréter comme étant pour elles, en tout cas ces banques-là l'ont pris comme un positionnement pour pouvoir avoir une part de marché et donc une façon en fait de maximiser leur segment de marché pour pouvoir exister sur un marché bancaire qui n'est pas toujours très simple face à, comme vous le rappelez, ce sont des banques de petite taille et donc effectivement elles doivent continuer à exister par rapport à des grandes banques. Donc effectivement, comme je disais au préalable, elles ont souvent des spécialisations très fortes en fait dans leur portefeuille parce que c'est comme ça qu'elles se distinguent.
Ouais, c'est Mais ça. lorsqu'on a une spécialisation très forte, c'est pareil, hein, les études ont montré que le problème de ces spécialisations très fortes, c'est que si le secteur en fait va mal, eh bien, on est également très impacté, ce qui est effectivement le cas de la New York Bank Corp. De la New York Community Bank, hein, qui est obligé donc d'être recapitalisé à hauteur de 1000 milliards. Hein, c'est gigantesque. Du coup, Nathalie, on va revenir très rapidement avec vous sur l'audition de Powell hier qui confirme, hein, que l'inflation est en route pour revenir dans son lit, que le marché de l'emploi reste robuste. Et du coup, c'est une des craintes qui plane au-dessus d'une éventuelle résurgence de l'inflation, hein, que la boucle prix-salaire se mette en place, se remette en place. Pourtant, il a admis qu'il y aura très certainement, que la probabilité est de plus en plus importante, un pivot de son institution au cours de 2024. Voilà, on y est, ça y est, 2024, ce sera bien l'année du pivot de la Réserve fédérale américaine. Alors, moi, je ne serais pas, enfin voilà, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué aussi rapidement. Voilà. Je suis dubitative en fait parce que c'est pas que je ne crois pas qu'il va enfin, je crois plus qu'il ne va pas les augmenter plutôt qu'il va les baisser. Voilà. Si j'avais à faire voilà, un pari, je serais plutôt d'avis à dire qu'il ne va pas les augmenter. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment les baisser? J'avoue être dubitatif parce qu'en fait, on n'arrête pas depuis plus d'un an et demi, enfin plus d'un an, un peu plus d'un an, de dire ça va aller mal, ça va aller mal, et en fait, ça va jamais mal. Donc, si vous voulez, comme effectivement le marché de l'emploi, il est quand même toujours porteur, effectivement, ça interroge sur la dynamique des salaires. On sait qu'il y a des secteurs en tension, parce que les secteurs en tension n'ont pas disparu. Donc, comme on est quand même sur un pays qui est assez agile, en tout cas qui est très flexible sur le salaire, parce qu'effectivement, aux États-Unis, il y a une tension, les salaires montent, il n'y a pas de tension, le salaire baisse, et puis on se sépare très, très facilement de ses salariés. Donc, si vous voulez, bon, moi, tant que je n'ai pas vu vraiment quelque chose qui se passe du côté du marché de l'emploi, j'avoue que je suis dubitative sur le reste, parce que si effectivement les salaires continuent à progresser, je ne vois pas Powell s'amuser à baisser les taux non plus. Et ce, même si, hein, les dernières statistiques concernant l'évolution de l'indice des prix, et notamment l'indice PCE, hein, très suivi par la Fed, et quasiment atteint les 2%. Hein. Je crois qu'il est sorti, ouais, il était à 2,4% en janvier contre 2,6% en décembre. Tout à fait. On a quand même une tendance à la désinflation qui est notable. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas. Déjà, vous devez mettre en regard ce qui s'est passé là, par exemple, sur la statistique où ils étaient très contents. Ça s'opposait à la statistique juste avant qui les avait déçus. Donc, qui n'est pas la même, mais qui les avait déçus. Donc, où les craintes s'étaient réanimées. Et là, on a eu la même chose en Europe. On était content le mois d'avant, et puis maintenant, on est moins content ce mois-ci. Donc, je pense qu'il faut un petit peu se méfier des statistiques qui sont effectivement mois par mois. Il faut regarder effectivement dans un terme plus long. C'est vrai que si on regarde dans un terme plus long, on regarde les prix à la production, on n'a pas l'impression qu'il y a le feu à la maison, puisque les prix à la production ont plutôt eu tendance à diminuer. Mais comme je le disais, c'est quand même plutôt l'augmentation des salaires qui pourrait être, une inquiétude. Et à nouveau, ce n'est pas parce qu'on va rentrer autour de 2% qu'on va baisser les taux. Pourquoi on baisserait les taux? On n'est pas non plus… normalement, dans un cadre normal de politique monétaire qu'on a quitté il y a fort longtemps, hein, puisque ça fait longtemps qu'on est nourri à coups de quantitative easing, hein, depuis maintenant plus de 16 ans. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu nos repères de politique monétaire normale. Mais normalement, on baisse les taux quand ça va mal. Donc, moi, je retournerai la question, est-ce que ça va vraiment mal aux États-Unis? Je n'ai pas l'impression. Donc, si vous voulez, si on prend ce point de vue-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'inflation et que ça va pas mal, pourquoi est-ce qu'on baisserait les taux d'intérêt? Voilà. C'est pour ça que je me questionne. C'est toute la question du moment. Est-ce que finalement, un niveau de taux aussi élevé, un niveau de taux historique quand même, ça n'est pas source de récession? Oui, mais bon, à nouveau, c'est pour ça qu'il y a une résurgence aussi d'articles qui traitent de la question du fameux taux naturel. C'est-à-dire quel est le taux d'intérêt naturel qui devrait prévaloir. Et c'est vrai qu'après tout ce changement opéré par les politiques d'assouplissement monétaire, on se demande effectivement aujourd'hui, mais où est ce taux naturel? Est-ce que ce taux naturel qu'on pensait être vers 2, 2,5, finalement, il part ailleurs? Exactement. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. C'est pour ça que moi, je le suis. Je regarde ça de façon un peu très en retrait, parce que je me dis pourquoi est-ce que Powell irait chercher
des taux de plus bas, alors qu'en fait, finalement, il Pour n'y a l'instant, rien tout qui va dit bien, que quoi. l'économie Ouais, américaine aille mal. pour l'instant, tout va bien. Du coup, par la force des choses, effectivement, peut-être que le point d'équilibre des taux, oui, c'est ça, le point d'équilibre est peut-être trouvé dans un contexte. Et puis, l'économie change si vite aussi également. Exactement. Vous Peut avez que tout, oui, tout l'impact de l'IA, des l'impact de gains l'IA, la potentiels géopolitique, voilà. exactement. Peut-être que finalement, le taux d'intérêt normatif, d'une certaine façon, eh bien, évolue trimestre après trimestre et que c'est difficile de maintenir un taux constant sur plusieurs exercices parce qu'évidemment, les paradigmes changent très rapidement actuellement. Nathalie, on va voir un dernier sujet avec vous. On est toujours dans ces commentaires de l'actualité. Hier, l'or a encore atteint des niveaux records. Du coup, par la force des choses, on avait un peu mis de côté cet actif. On a l'impression, il y en a un autre, c'est le Bitcoin, qui atteint également des records historiques. À quoi peut-on imputer ces ATH, comme on dit en anglais, ces plus hauts absolus? Est-ce que ces deux actifs remplissent totalement leur rôle de valeur refuge désormais, et notamment pour le Bitcoin, ou bien on assiste ce sont de simples diversifications de portefeuille de la part des gérants? Alors, si on peut faire des parallèles entre l'or et le Bitcoin, je les limiterai en tout cas pour cet épisode particulier, parce que ça fait très longtemps qu'on fait des parallèles entre les deux, ne serait-ce que parce qu'on utilise des termes similaires lorsqu'on parle de Bitcoin et d'or. On parle de mineurs, voilà. Donc il y a des termes qui sont communs. Mais c'est aussi parce qu'ils ont une dimension géopolitique. L'un comme l'autre ne sont pas, ils sont en dehors, on ne peut pas en fait manipuler ni l'or ni le Bitcoin, puisque voilà, ils ont ce statut un peu de valeur refuge. Et donc, il est vrai que pour le Bitcoin, c'est quand même plus les ETF qui ont joué pour cet emballement Et le récent. halving, Voilà. le halving qui est début juillet. Exactement, puisque finalement, le succès est supérieur quasiment aux attentes. C'est-à-dire que voilà, l'entrée dans les ETF a été assez massive et que finalement, et comme c'est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, finalement, le cours s'est emballé. Et comme en fait l'offre est relativement, enfin, elle ne répond pas à la demande, bah forcément, on a des tensions sur les prix, d'autant plus que cette offre va ralentir avec le halving. Donc, les deux combinés, effectivement, ça nous donne des pressions à la hausse. Et là, on a eu aussi une petite volatilité qui a été soulignée par tous et qui pose la question de comment vont se comporter les nouveaux arrivants sur les ETF face à ce regain de volatilité. Parce que c'est la grosse question. Est-ce que ces nouveaux arrivants investisseurs vont être prêts à faire, voilà, à aller à la vague du Bitcoin et ne pas s'affoler à Ouais, chaque c'est fois ça, avoir les nerfs solides, ouais, c'est ça, exactement. voilà, donc là, pour le moment, ça, on va le découvrir, hein, puisque voilà, on est en plein dedans. Le parallèle, effectivement, avec l'or, c'est qu'effectivement, l'or reprend du poil de la bête. Alors ça peut être mis en regard par rapport à l'idée que finalement, les taux d'intérêt ne vont pas remonter. Donc, l'or redevient quelque chose un possible investissement intéressant, même si pour le moment, son taux de rendement n'est pas le meilleur. Mais en tout cas, compte tenu des risques géopolitiques, peut l'être, et aussi, comme vous l'avez souligné, dans une perspective de diversification, et notamment, à nouveau, c'est la Chine, en fait, hein, qui joue un rôle important de ce regain de l'or, parce que à la fois les particuliers, mais également les institutionnels sont dans cette dynamique. La Banque centrale chinoise, comme vous savez qu'elle essaye de se détacher du dollar, ça c'est aussi un marqueur géopolitique, effectivement, elle continue à en acheter. Visiblement, c'est ce que font état les statistiques de la Suisse, qui sont le marché de référence, enfin, ceux qui on achète ou on vend l'or en particulier. Eh bien, c'est bien ça. Et 2023, c'était déjà le cas. Parce qu'on avait déjà ça en 2023. C'était la Chine avait été le pays qui avait le plus acheté d'or au niveau institutionnel. Dans les pays, dans les banques centrales, il y avait une statistique qui était annuelle qui avait montré qu'effectivement, cette année, c'était la Chine, en fait. C'était la Chine, effectivement, c'est un phénomène, la dédollarisation dont on parle maintenant assez régulièrement. Effectivement, la dédollarisation, c'est notamment les banques centrales qui vident leurs réserves de dollars pour acheter de l'or. Du coup, Nathalie, vous nous dites que Bitcoin et or, la seule comparaison possible, c'est sur leur éventuelle valeur refuge face à la géopolitique. Est-ce que
bah, à un moment, si la géopolitique empire, on pourrait assister à des arbitrages entre or et Bitcoin. Eh bien, oui, c'est possible. Enfin, étant donné que ce sont des marchés, enfin, le Bitcoin étant un marché relativement nouveau, oui, il est possible que face à une résurgence de risques géopolitiques, on ait peut-être certains investisseurs qui vont arbitrer en sa faveur parce que effectivement, dans les points de tension géopolitique, il est également plus utilisé. Comme aussi transfert de paiement. C'est-à-dire que non seulement il est une valeur refuge parce qu'il fait le Bitcoin n'a pas besoin de notre système monétaire pour pouvoir exister tout seul. Et du coup, c'est aussi pour cette raison qu'il est utilisé. D'accord, très clair. Donc, bah, écoutez, on suivra tout ça avec grande attention. Une dernière question, les élections présidentielles aux États-Unis, ça pourrait jouer sur le renforcement de l'or, le renforcement du Bitcoin et par conséquent amoindrir la force du dollar. C'est un scénario qui est probable. J'imagine qu'effectivement, quand on sait bien que Biden n'est pas très ouvert non plus, enfin, je veux dire, quand on parlait des tensions commerciales, par exemple, avec la Chine, Biden a eu aussi quand même un discours assez clair avec en plus l'Inflation Reduction Act. Bon, évidemment, Trump, c'est ça, mais en plus hystérique. Donc, en fait, c'est surtout ça la dimension. C'est qu'en fait, on sait qu'avec Trump, en fait, on sait sans savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses un peu hystériques dans la façon dont il prend ses décisions. Enfin, voilà, donc ils sont pas toujours très pensés, réfléchis dans le long terme. On sait juste qu'effectivement, c'est toujours America's First, donc il pourrait être un peu plus contraignant vis-à-vis de ses homologues, enfin vis-à-vis des Chinois, et ce qui pourrait donc donner une escalade, une tension géopolitique accrue. Donc effectivement, si on est dans cette escalade, eh bien, on se doute bien que peut-être que la Banque centrale chinoise va se dire, eh bien, si c'est ça, je vais effectivement continuer à renforcer mes avoirs en or et puis ne plus faire acheter de moins en moins de dollars. Et effectivement, ça peut avoir des conséquences non négligeables. La même chose sur le reste des conflits, puisque vous avez bien vu, Trump a été très clair. Bon, même s'il n'a pas complètement tort, il a été très clair vis-à-vis des pays européens du rôle des États-Unis dans l'aide à l'Ukraine, enfin dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et effectivement, il aura aussi un positionnement vis-à-vis du conflit au niveau d'Israël et de la bande de Gaza. Donc, en effet, on ne va quand même pas, si c'est Trump, on pense que la probabilité d'une escalade du risque géopolitique voilà, est plus forte, c'est tout. Effectivement plus forte. En tout cas, moi, de mon côté, la seule chose qui va me faire un peu rire et un peu plaisir, c'est s'il est élu, c'est à vous entendre, tout économiste, vous tous, définir le caractère psychologique de Donald Trump. C'est un régal à chaque fois. C'est effectivement quelque chose qui me fait rire d'avance. Merci beaucoup, Nathalie Janson, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Antoine. C'est un plaisir de vous avoir trouvé. Vous êtes professeur associé d'économie à la Neoma Business School et avec nous régulièrement sur TV Finance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.